Le merveilleux voyage de Sindbad le marin. À la recherche du jasmin noir. Chapitre 8. Le soleil se leva, l'île interdite se couvrit de cris d'oiseaux et de bruits insolites. Le grondement du fleuve sacré continuait, et les laves du volcan étaient restées cependant refroidies, mais quelquefois fumantes. Dans ce havre de paix et de féerie était blotti le village de Zoroastre, en hauteur de l'île. Non loin du volcan, perdu dans l'immensité de l'océan, l'île interdite n'apparaissait sur les cartes maritimes qu'après des prières d'érudits et d'hommes de science théologique. Ses habitants, des sauvages, peu civilisés, étaient parvenus en ces lieux accidentellement en dérivant au large de l'Afrique. Mais comme l'île échappait au temps, le surnaturel avait tôt fait de s'y installer. Zoroastre, gardien et sorcier du village, connaissait les secrets pour réveiller les merveilles de certains morts vivants. Les pratiques magiques ne lui étaient d'aucun secret pour ouvrir les passages vers le centre de la terre. Pourtant, il n'était plus question de calmer Karkumpa, l'esprit volcan. Sindbad et ses compagnons devaient à présent trouver le recueil du jasmin noir, recueil d'une valeur inestimable, pouvant accomplir les plus incroyables prodiges. Loin de là, Morgiane se levait, elle fut saisie par la beauté de l'île. Insouciante, elle plongea dans l'océan bleuâtre. L'eau transparente et fraîche ne put l'empêcher de se baigner. Excellente nageuse, l'épouse de Sindbad en apnée discernait des coraux aux couleurs rouges vives. Morgiane remonta à la surface. Le navire était là, tanguant doucement. Nue, elle nageait insouciante dans ses eaux, malgré l'interdiction de Sindbad de le quitter. Morgiane fit la planche, les courants ne l'entraînaient pas. Le bruit du ressac la couvrit de quiétude. Morgiane regarda l'île et que sa frayeur fut grande à quelques mètres d'elle, des ailerons de requin avaient surgi. Plusieurs immenses nageoires caudales fendaient l'eau vers sa direction. Morgiane perdit tout espoir de vivre. Le navire lui semblait éloigné, et les fauves des mers la rattraperaient sûrement avant qu'elle ne puisse se hisser sur le Seif el-Bihar. Une corde d'amarrage était là, devant elle, à une cinquantaine de mètres. Elle décida de ne pas bouger, espérant que les mâchoires de l'océan passeraient, délaissant cet insignifiant objet flottant. Morgiane ferma les yeux, priant en elle-même, espérant un miracle. Elle ouvrit les yeux, donnant son dos à la mort blanche et regrettant les plus beaux instants de sa vie. Une immense bouche se forma devant elle, et un poisson de taille démesurée s'approchait d'elle, devançant les squales. Déjà, une cavalière le chevauchait, apparut sortant de l'eau sans respirer. Une nymphe, au corps de poisson, pareille aux sirènes, mais portant une couronne, hissa son sceptre. La femme, à l'allure fantastique, était maintenant à côté d'elle, ses traits bien tracés, sa chevelure longue rejetée en arrière, la laissa oublier les requins. D'un mouvement de son sceptre, elle chassa les prédateurs qui s'enfuirent d'un geste, invita Morgiane à s'installer sur le poisson au corps immense. « Dulso, va de l'avant, dit la nymphe. Le gros poisson, qui ressemblait à une alose, donnant de puissants mouvements de son corps, arriva près du navire. Morgiane grimpa à bord et salua la femme poisson. Elle n'avait pas remarqué que des algues et de la végétation aquatique et marine lui avaient tressé un habit pour cacher sa nudité. Morgiane se dirigea vers sa cabine, retira l'habit d'algues et se lava à l'eau douce. Elle s'habilla d'une tunique. Le reste de l'équipage n'a pas donné de nouvelles aujourd'hui, se dit-elle. Morgiane resta debout sur le pont à contempler l'île interdite. Le soleil de fin de l'après-midi jetait des reflets sur la mer calme. La femme poisson avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. À ce moment, Sindbad et Kamar Zemen ainsi qu'une bonne partie de l'équipage étaient en reconnaissance dans les forêts de l'île, marchant inexorablement, infatigables vers le lieu voulu. Sindbad ouvrait la marche en donnant des coups de machette dans la végétation ardue des lieux. À leur étonnement, une tour apparut, vide et en ruine, donnant à cet endroit un aspect angoissant. Sindbad la désigna du doigt.
Voici le lieu, dit-il. Il regarda le parchemin indiquant l'emplacement de la construction. Le groupe formé d'une dizaine de marins, avec la princesse, s'approchait. Des singes s'enfuirent en poussant des cris, ce qui effraya la princesse Kamar-Zaman. Un bien étrange emplacement couvert de toiles d'araignée était l'entrée de la tour. À sa vue, tout le monde eut des frissons. Sindbad s'arrêta, reprit son souffle et dit « La tour de la vérité ». Le recueil du jasmin noir se trouve à l'intérieur. Armez-vous, des obstacles vont surgir pour nous empêcher de l'atteindre. Allumez les torches, reprit le capitaine en entrant dans l'édifice. Les murs étaient couverts d'humidité. Une odeur de moisissure flottait dans l'air. Beni-Antar et 5 marins monteront vers le haut de la tour par cet escalier. Kamar-Zaman Ali ainsi que le reste et moi-même descendrons par cet escalier qui mène au sous-sol. Rendez-vous ici avant le coucher du soleil, commanda Sindbad. L'aventurier plaça sa machette attachée derrière son dos. Il saisit son épée magique qui prit la forme d'un sabre tranchant et le cœur plein de courage descendit dans ces mystérieuses catacombes. Après plusieurs minutes de marche, Sindbad s'aperçut que l'escalier de pierre était en colimaçon, mais nulle porte ne s'y trouvait. « Cela fait du temps que nous descendons, dit Sindbad. Cet endroit ne semble guère avoir de limite, dit Kamar-Zaman. Encore quelques marches, et remontant, le recueil est sûrement en haut de la tour, ce qui constitue son sommet, expliqua Sindbad. Mais à peine eut-il achevé ces mots qu'une salle immense s'ouvrait à sa vue. Le silence régnait sur l'endroit. Le sol éclairé était couvert de moisissures et de sable. Sindbad marcha vers le fond de la salle, tâtant le sol de son pied et de son arme pour y déceler le moindre piège. « À qui pouvais-je donc bien servir cette étrange oubliette ?» demanda-t-il. Sa voix résonna dans la salle. Sindbad et ses amis tâtèrent les murs, il n'y avait aucun passage secret. « Il semble que cela soit un ancien caveau, dit Kamar-Zaman. Sans la moindre tombe, le moindre cercueil, dit Ali. Un marin gratta le mur de son épée et s'aperçut qu'il contenait une inscription. « Regardez, capitaine, un message ici, dit celui-ci, en donnant des coups de lame dans le mur. » Sindbad éclaira le mur de sa torche. « Bien, continue, Omar. Le capitaine déchiffrait maintenant l'écrit. Lorsque l'étoile se consumera, le phénix resplendira de 1000 feux et renaîtra de ses cendres. Il étendra ses ailes et la renaissance poindra ce jour sur une multitude de peuples oubliés. » Sindbad regarda ses amis. « Rentrons, l'air se raréfie, dit celui-ci. » Le groupe s'engagea dans le chemin du retour. Fatigués, ils reviennent cependant à rejoindre le reste de l'expédition sur le lieu de rendez-vous. Reprenant leur souffle, les compagnons de Sindbad appelèrent le reste, partis vers le haut de la tour. « Beni-Antar, Beni-Antar !» Sindbad scruta le parchemin et ne trouva aucune explication du lieu du jasmin noir. Le soleil allait bientôt se coucher et le reste du groupe ne donnait le moindre signe. « Ils ont tardé, dit Kamar-Zaman. » Sindbad demanda à ses compagnons de sortir de la tour et d'appeler les 5 autres en haut de la tour. Mettant ses mains en porte-voix, il cria sans réponse. « Ils ne se sont tout de même pas volatilisés, se dit l'aventurier. »« Allons voir ce qui se passe, dit celui-ci. » Sindbad s'engageait maintenant dans l'escalier qui mène en haut de la tour. Sur le qui-vive, nos amis grimpèrent l'escalier. La tour était immense et Sindbad compta 200 marches. Puis 300, 400 et à la 500e marche, il s'assit sur le sol fatigué, abattu. Ses amis n'en pouvaient plus. À cet instant précis, s'ouvrit une porte à quelques pas. Après avoir repris son souffle, cette mystérieuse tour est plus haute que l'on peut voir. Je pense qu'elle ne comptait qu'une centaine de marches. Sindbad s'engagea dans la pièce sans méfiance. Les ouvertures laissaient passer le vent sans la moindre trace de ses amis. Le marin distingua des lucarnes sur les murs. Il jeta un coup d'œil à l'extérieur et vit une grande partie de l'île. « Passons la nuit en ce lieu. Demain, nous trouverons le recueil de jasmin noir. » Et tous se couchèrent sur le sol, après avoir déposé les torches par terre pour se réchauffer. Ce que Sindbad ignorait, l'édifice était un lieu surnaturel. Cette tour, comme tout ce qui existait sur l'île interdite, appartenait à l'irréel. La tour de vérité magique n'offrait le moyen d'ouvrir ses portes intérieures qu'à ceux qui, sans le savoir, après longue escalade ou descente, prononçaient une parole. Fatigué, Sindbad laissa échapper les quelques mots, et c'est alors qu'à ce moment précis que la porte apparut. Beni-Antar et les autres étaient probablement dans la tour, mais ailleurs dans le temps. Ces hypothèses, Sindbad en rêva,
comme si l'édifice se révélait à lui pendant son sommeil nocturne. Pis que cela, Beni-Antar le rejoignit dans son rêve, transi de froid et de terreur. La construction était-elle diabolique, sans issue? Capitaine Sinbad, j'ai peur de ne point retrouver la sortie, expliqua celui-ci à Sinbad dans son cauchemar. Par Allah, et si cela était vrai, se demanda Sinbad effrayé dans son sommeil. Rester prisonnier de la tour de vérité pour l'éternité, même ses lucarnes étaient minces et ne laissaient passer aucun corps. Se jeter dans le vide était impossible. Sinbad le marin comprit le piège, mais il semblait que cela fût trop tard. Au matin, Sinbad se réveilla, les cris d'oiseaux emplissaient les lieux. Il décida de continuer la recherche du recueil du jasmin noir, évitant d'émettre l'hypothèse de son cauchemar, le refutant au plus profond de son être. Réveillé, il dit à ses compagnons, « Nous devons trouver le recueil du jasmin noir. » Sinbad était au plus haut de la tour. Il chercha inlassablement. Fouillant les moindres recoins de sa mémoire, Zoras, le sorcier zombie, s'adressa à lui par télépathie. « Sinbad, le recueil de magie est quelque part dans la tour. Cherche, cherche. Fouille les lieux où tu te trouves. Ne laisse nulle chance au hasard. » Sinbad gratta le sol de son épée, puis chercha dans les fissures murales, tâtant entre deux énormes pierres. Sans le vouloir vraiment, celui-ci poussa la roche qui ouvrit un passage secret. Le mur se déroba sur lui-même, et Sinbad et ses compagnons eurent un soupir de soulagement. Une étincelle de bonheur vibra dans leur cœur. Devant eux, l'incroyable était révélé. Un vieillard à dos arqué, entouré de bougies allumées, scrutant des livres, il portait un grand manteau, son visage ridé, sa peau ruchée, et une longue barbe atteignant ses genoux. Le personnage pittoresque leva ses mains au ciel et dit des incantations. Sinbad reconnut l'enchanteur de l'île du Nord, dont le fils lui avait remis la fiole. L'enchanteur Merlin, à l'issue de tous, était vivant. « Sinbad, je vis ici en ermite depuis fort longtemps, dit celui-ci. « Votre fils vous croit mort, dit Sinbad en entrant dans la grande pièce secrète. Je le pouvoir n'ayant servi que les forces du bien, le ciel m'a permis de vivre à ma guise, expliqua celui-ci. Mon fils Abdul Halim, qui vous a reçu dans l'île du Nord, doit faire ses preuves pour lui. Je suis trépassé, mais comme tu le vois, j'ai hérité du trône de la fée. Je suis vivant en ermite sur cette île. » L'enchanteur frappa des mains, et des plateaux de mets raffinés se posèrent sur une grande table éclairée. Sinbad comprit que des génies invisibles servaient l'enchanteur. Ses compagnons anxieux se repurent d'un étrange banquet. L'enchanteur décrit dans les livres de science était vraiment devant eux. Sinbad mangea avec appétit, des mets délicieux. Les assiettes se posaient toutes seules et les coupes s'emplissaient d'elles-mêmes au bon vouloir des convives. « Enchanteur, je voudrais te demander, dit Sinbad. « Le reste de tes amis est reparti vers Zoroastre il y a quelques heures, dit l'enchanteur. « Et le recueil du jasmin noir, questionna Sinbad après s'être repu. « Tu dois franchir un passage dangereux, Sinbad, pour t'en saisir. Il est un lieu terrifiant gardé par un être redoutable. » Sinbad se leva, il n'eut que le temps de voir l'entrée d'un souterrain dans un miroir magique. « C'est en ce lieu, Sinbad, le livre est protégé par cette créature, dit l'enchanteur Merlin. » Sinbad vit le recueil du jasmin noir posé sur un autel, des cierges brûlés inconsumables. Sinbad crut voir glisser le corps d'un immense serpent, mais plusieurs s'entrelaçant. Va, Sinbad, rapporte le recueil, je vais entamer une longue prière afin que tu réussisses, dit l'enchanteur. Le magicien aspergea le mur d'un étrange liquide pris dans une cuve. Sinbad le marin traversa le mur et se retrouva dans un étrange lieu à l'entrée du souterrain. Peu après, il fut rejoint par la princesse Qamarzeman. L'aventurier serra sa chemise et déjà ses pieds agiles empruntaient le passage peu éclairé dans une allée de plusieurs mètres. Sinbad marchait rapidement, regardant sur les côtés. Devant lui, le recueil du jasmin noir, mais pas le moindre serpent. Sinbad courut vers le recueil, faisant signe à la princesse de le rejoindre. Lorsqu'un sifflement puissant lui fit comprendre l'énorme tête de serpent cornu lui assénant un coup de bélier sur le torse. Sinbad tomba à la renverse. La princesse courut vers le recueil sans penser. Elle y plaça sa paume de main et s'en saisit. Sinbad comprit qu'il avait affaire à une hydre à plusieurs têtes,
Lorsqu'il regarda à sa gauche et voulant se relever, des têtes de serpents énormes, cornues, surgissaient de partout, de l'étrange lieu couvert de fumée. L'énorme tête de serpent laissait sortir sa langue fourchue en cadence. Sindbad se demanda où pouvait bien se trouver le reste de son corps. Il dégaina son épée magique qui émit un puissant halo, faisant face au dragon à plusieurs têtes. Sindbad compta 7 têtes. Il s'agenouilla, attendant l'attaque du monstre. Un coup d'œil bref lui redonna courage. Derrière une colonne de cette mystérieuse construction, des lianes descendaient du plafond, pendantes. L'ultime recours, se dit Sindbad. Courant de toutes ses forces et se jetant dessus comme il l'aurait fait pour des cordages de bateau, Sindbad se lança dans le vide, bravant le dragon qui avait ouvert la gueule pour se saisir de lui. Mais la mâchoire ne happa que le vide. L'aventurier des 7 mers était déjà devant la princesse. Il s'en saisit, mettant l'épée de Ishtar en la mordant dans sa bouche. Il sauta de liane en liane en esquivant le dragon à 7 têtes. À sa droite, Sindbad aperçut une énorme massue. Peut-être l'arme du grand Héraclès, se dit Sindbad intérieurement. Le marin fit une roulade dans le vide, lâchant la princesse qui se retrouva devant la sortie. Déjà, l'homme au turban regainait son sabre magique. L'enchanteur leur adressa des paroles. « Sindbad, ferme tes yeux et marche vers moi pour quitter ces lieux fantasmagoriques. » Il se retrouva peu après, passant le mur dans la tour de vérité. Le marin appela ses compagnons. L'enchanteur lui précisa. Le reste du groupe est déjà auprès de Zorastre. Sindbad le marin mit le recueil que lui tendit la princesse dans un sac qu'il attacha à son dos. Il prit congé de l'enchanteur en dévalant l'escalier de la tour. L'aventurier était sidéré par sa vision de l'hydre. Il descendait dans l'escalier. Ses compagnons ainsi que la princesse furent surpris de se retrouver rapidement à la sortie de la tour. Sindbad compta ses compagnons. Il ne manquait visiblement personne. Jetant un dernier regard sur la forme cylindrique de la tour, une ouverture laissait entrevoir l'enchanteur les saluant en levant sa main. Plongeons dans la jungle de l'île interdite. Sindbad et la princesse, ouvrant la marche à coups de machette suivis d'Ali, aboutirent au chemin qui menait vers le village de Zorastre. Sindbad, l'aventurier arabe, recompta ses amis. Beni Hicham et le reste le devançaient déjà depuis plusieurs heures. « Regardez, dit Sindbad, en désignant une silhouette bien étrange prenant forme. Le groupe s'arrêta à la vue irréelle du génie Harouche surgissant en plein jour. Sindbad, le sage Azim t'attend, dit celui-ci. Son aspect de feu sans fumée lui donnait une étrange impression de flottaison et de danse dans les airs. Zorastre ne peut vous guider cette nuit. L'île interdite changera d'aspect, expliqua celui-ci. Sindbad hâta la marche. Il fut rapidement face à un lieu qui ne semblait guère attrayant. Les marais se sont formés. Faites attention au sable mouvant, cria Sindbad à ses compagnons. La princesse Kamar az-Zaman, bandant un arc, fit planter une flèche sur un gros arbre. La flèche attachée à une cordelette permit au groupe de se suspendre et d'éviter ainsi les sables mouvants sous l'œil bienveillant d'Harouche le génie. Traversant une partie du marais en formation, Sindbad ne fut au bout de ses peines. Des crapauds énormes se déplaçaient vers lui. La vision d'horreur fut à son comble. Un gros batracien chercha à avaler un marin, tel un vulgaire rat. La princesse décocha une flèche dans la tête du monstre qui se coucha en lançant des bruits désagréables. « Frappez, mes amis, du courage, ces créatures ne vous ménageront pas !» cria Sindbad. Ali décocha une flèche dans l'œil d'un crapaud qui, foudroyé, se débattit en essayant de retirer la flèche. À bout de force, les marins reprenaient les flèches qui avaient atteint leur but. 25 énormes batraciens gisaient maintenant dans ces lieux. La princesse Kamar-Zaman reçut un de ces êtres gluants sur le corps, et horriblement alourdi, elle hurla de toutes ses forces. Le monstre commença à l'engloutir lorsque celle-ci lui déchira le ventre à l'aide d'un gros poignard que lui tendit Abdullah. Ali, saisissant une lance, donna à la créature un violent coup dans le dos. Elle agonisa et mourut sur le champ. Le génie, qui tournoyait dans le ciel au-dessus de nos amis, cria avertissant Sindbad qu'un nouveau danger les menaçait. Sindbad comprit ce qui arrivait en voyant surgir du marécage la tête immense de l'hydre. « Par Allah le Tout-Puissant, l'Hydrus, il a réussi à nous rejoindre, dit Sindbad désespéré. Une seconde tête de dragon surgit à nouveau. L'aventurier et ses compagnons couraient de toute leur force vers le village. Le monstre à cette tête les suivait, sa queue terminée en flèche fouettait le sol. Zorastre apparut à un détour, il leva les mains au ciel et décrit de longs cercles.
Les sauvages autochtones de l'île s'étaient levés en armée. Saisissant des lances et tenant des arcs, ils laissaient approcher l'hydre. Se déplaçant lentement, le dragon gardien de la tour de vérité était d'une taille colossale. Ses pieds martelaient le sol, provoquant un grondement terrifiant. Sa tête cornue laissa passer sa langue de serpent fourchu, et telle une gueule de vipère voulut saisir un marin. Mais celui-ci se jeta en avant, faisant des roulades au sol. Il se cacha derrière un buisson. Sinbad, faisant face à la seconde tête du monstre, s'accroupit au sol, prêt à transpercer la peau située sous la mâchoire de la bête. Un sifflement aigu paralysa l'assistance. Le dragon à sept têtes délaissa Sinbad. Son tronc géant cherchait la princesse Kamar Zaman, agenouillée et effrayée à la vue d'un tel monstre. Les yeux de l'hydre étaient pareils à ceux du chat. Ils étaient fendus. Ses dents étaient de véritables poignards aiguisés. Plusieurs têtes dansaient au-dessus de nos amis. Quelquefois, des sifflements rappelaient aux humains que le monstre respirait. Les sauvages s'étaient rapprochés en silence. Chacun d'eux visait l'hydre de sa lance, prêt à défendre sa vie à tout prix. Azim s'approcha de Sinbad. Ahmed Benianta regardait non loin de là. Il tenait un harpon de marin capable de tuer une baleine. Azim, l'érudit, s'adressa à l'être mythique. « Hydre, va-t'en. Nous ne voulons pas te combattre. Rejoins la tour de vérité. Retourne dans les lieux de désolation où tu vis. » Un long silence régna sur les lieux. Sinbad reprit. « Si tu veux nous détruire, nous te frapperons à plusieurs. » Soufflant et respirant lourdement, l'hydre mâle aux sept têtes regarda autour de lui. Il sembla se rendre à l'évidence. Il bougea ses sept têtes et reprit son chemin de retour, frappant le sol de sa lourde queue. 4 de ces têtes surveillaient toujours le village, et les marins et 2 de ces horribles têtes situées à l'avant de son tronc se dirigeaient déjà vers le marécage d'où il avait surgi. Azim courut vers la princesse, il la rassura entre ses 2 bras. Les sauvages lancèrent des cris de joie à la vue du monstre à 7 têtes, rejoignant son monde souterrain. Sinbad le marin rassembla ses compagnons. L'après-midi était maintenant achevé. L'aventurier passa quelques jours au village de Zorastre. La présence du prince Abdul-Muqtadir se fit sentir. Azim détenait le fameux recueil du jasmin noir. Tout l'équipage décida de regagner le Seyf al-Bihar, le navire de Sinbad. Morgiane narra son aventure avec la nymphe des eaux. Elle leur dit comment elle échappa aux requins. Sinbad la serra dans ses bras et donnant l'ordre de prendre le large vers Basra, la princesse Kamar Zaman fut émerveillée par toutes ses aventures. Le monde mystérieux qu'elle visita. L'île interdite resta gravée dans son esprit. Le navire avait pris la mer depuis quelques jours. Groupés autour d'une table, Azim, Sinbad et Ali mangeaient des poissons grillés. « J'ai été ravi de ce voyage et de toutes ces aventures, capitaine, dit la princesse. Ces lieux sont fantastiques, reprit-elle. Le génie Harouche n'a plus donné signe de vie, dit Azim. Le navire vogua au gré des flots. Et très tôt, au crépuscule, Sinbad fut réveillé par la vigie. « Capitaine, capitaine, un navire est en vue !» frappa un matelot à la porte de la cabine. Sinbad sauta sur une longue vue qu'il saisit. Il dévala l'escalier du pont, et debout face à la grande voile, il ajusta l'instrument du marin. L'aventurier, rejoint de la plupart des membres de son équipage, laissa choir. « C'est un navire en perdition, il n'y a personne sur le pont. Ses voiles sont déchirées. Et il arrive sur nous, reprit le capitaine. Alerte, il risque de nous percuter. Dites à l'homme de bar, Abdelkader, de manœuvrer pour l'éviter, continua le marin aux cheveux ébouriffés. Le navire fantôme s'approchait maintenant à vive allure. Et si nous l'abordions, nous pourrons voir ce qui s'est passé, demanda Abdullah. Excellente idée, Beniantar, dit à l'équipage d'amorcer la manœuvre d'abordage. Les marins se fixèrent chacun à son poste. Sinbad saisit la barre, il la fit tourner plusieurs fois pour suivre cet étrange vaisseau. L'esquif de Sinbad gagnait sur l'arrière du navire fantôme. Il se plaça sur son bâbord, et plusieurs marins s'élancèrent sur des cordes pour l'aborder. « Attention à la manœuvre, nous risquons un choc, dit Sinbad. Une dizaine de marins étaient déjà sur l'autre pont, armés de sabres et pistolets à poudre. Sinbad voulut s'assurer de l'état du vaisseau abandonné. Il se jeta sur une corde et il se retrouva sur le pont. L'aventurier observa les alentours, tout était sans vie, déserté. Il ouvrit une porte et entra. C'est un galion espagnol. Dans la seconde chambre, Sinbad aboutit et trouva un homme gémissant allongé sur un lit. Il s'approchait et à sa grande stupeur, il reconnut le marin cuirassé qui ne cessait de répéter « El Dorado ». Mais celui-ci ne portait plus de cuirasse. Allongé sur un lit, il attendait sa faim, n'ayant plus rien à manger ni à boire. Son équipage avait-il quitté le galion à son issue?
Sinbad l'entoura de soins. L'homme barbu balbutiait des paroles incompréhensibles. L'équipage fouilla le vaisseau. Il était vide. Sinbad reconnut son ami, celui qui l'avait sauvé dans la terre des Pygmées. Il était reparti seul à la recherche de Eldorado. Peut-être son équipage mutin l'avait abandonné, puisant toutes ses forces pour rejoindre la civilisation. Fatigué, il s'est laissé dériver plutôt qu'abandonner le galion. Sinbad le ramena sur le Seif el-Behar. Il l'entoura de soins et l'étranger reprit ses esprits. Le galion fut abandonné à la dérive. Sinbad le marin mit cap vers l'est. Une journée se passa sans incident. Le navigateur espagnol resta muet, regardant la mer et pensant à son vaisseau. Sinbad lui promit de l'aider à récupérer un autre. Ils mangèrent avec appétit des fruits de mer pêchés dans des nasses que les marins déposaient après avoir réduit l'allure. Le marin espagnol leur expliqua que son équipage avait été attaqué par des pirates et qu'après avoir été surpris une nuit, les pirates volèrent tout ce qu'il y avait à son bord. Un traître s'étant introduit dans son équipage était de mèche avec les voleurs. Le galion fut alors une prise facile. Les pirates enlevèrent tout l'équipage du galion et laissèrent le capitaine aux prises avec la solitude. Pendant qu'il parlait, un bruit de canon retentit. Sinbad se releva et sortit sur le pont. À quelques lieues de lui, un navire arborant le drapeau noir était à tribord. L'équipage lança des cris. Des pirates, aux armes !» Sinbad saisit la barre. « Armez les canons !» cria-t-il. « Augmentez la vitesse !» reprit-il. « Canonniers à vos postes !» ordonna Sinbad. Quelques marins, sur ordre d'Abdullah, chargeaient les pièces de canon, préparant les amorces et allumant des tisons pour la mise à feu. Les arquebusiers, fixés à l'avant et à l'arrière, visaient ce qu'ils pouvaient entrevoir sur le navire pirate. « Première salve à tribord !» cria Sinbad. Le navire pirate prit feu. Une dizaine de canons, l'un après l'autre, résonnèrent, mais sans succès. « À tribord, toutes faites feu à mon ordre !» dit Sinbad en levant son sabre au ciel. Après quelques minutes, une salve de 10 canons retentit, atteignant la galère pirate de plein fouet. Les pirates hurlèrent de rage, leur vaisseau prit feu. « À bâbord toutes !» cria Sinbad. Le Seif el-Behar tourna, offrant l'autre côté armé de sa coque vers la galère à drapeau noir. « Attention, feu !» fit Sinbad en abaissant son sabre. Les 10 autres canons crachèrent des boulets qui frappèrent la coque et la galère ouvrant une large voie d'eau. « Hurrah !» crièrent les marins de Sinbad. Les pirates se jetaient à la mer désespérés. La galère leva sa poupe à l'air et coula en gros bouillonnement d'eau, de fumée et de feu. L'officier espagnol applaudit. Abandonnant les pirates à leur sort, Sinbad quitta les lieux. Azim regardait les derniers remous du naufrage de la galère des pirates. Le marin espagnol, le capitaine Don Cristobal, avait revêtu un habit chaud. Il resta avec Sinbad à regarder les brigands de la mer se noyer sans réagir. Dans pareilles circonstances, c'est blanc ou noir, eux ou nous, expliqua l'aventurier de cette mer à Don Cristobal. Je crois que c'est cette galère qui fut source de mon abandon sur les flots. Je ne sais où se trouve mon équipage, mais je te remercie, Sinbad, dit l'officier de marine espagnol. Tous se retrouvèrent autour d'une table. Cristobal expliqua tout sur son galion en dessinant des croquis. El Conquistador devait faire du commerce avec les côtes atlantiques de l'Afrique, des vêtements, des sucreries et des jouets, contre de l'or et tout ce qui pouvait être précieux. Cristobal expliqua que les pirates avaient un second bateau quand il fut attaqué. Ils m'ont tout pris, me laissant seul sur mon navire, dérivant avec peu de vivres à bord. Où pouvait donc bien se trouver l'autre bateau pirate, se demandèrent-ils. Sinbad sut que Cristobal était marin, marchand, mais aussi officier sous les ordres de l'armada espagnole. Il était commandant de vaisseaux, protégé du roi d'Espagne, un aventurier comme il se plaisait à tous les monarques de l'époque d'en mettre à leur solde. Le roi d'Espagne en faisait son corsaire, mais tout cela était secret. Sinbad, à bord du Seif el-Behar, se dirigeait vers l'est, les côtes portugaises. Il voulait laisser Cristobal à Lisbonne, avant de rejoindre les côtes africaines et faire plusieurs mois de cabotage pour atteindre l'océan Indien, la mer d'Oman, puis le califat. Sinbad juxtaposa une esquisse de carte marine avec celle de l'île interdite. Cristobal reconnut le chemin. Il passa une journée à chanter Eldorado sur le pont du vaisseau. Cristobal savait comment aboutir maintenant à l'île interdite. Sinbad lui avait indiqué ce dangereux passage dans l'océan Atlantique. Il prit congé de lui en expliquant la présence et la responsabilité d'une princesse à son bord. À Lisbonne, les deux capitaines passèrent d'agréables moments dans les tavernes à boire, à manger.
et mangeait, vendant ce qu'il y avait de précieux dans les cales du Seif el-Bihar. Alors qu'ils déambulaient tous deux gais dans la ruelle du port, Cristobal s'arrêta net et se frotta les yeux. Il resta muet, contemplant quelque chose. Ses oreilles de marin vibraient. Il avait l'impression de flotter tellement il avait bu. Non, le capitaine espagnol ne rêvait pas. Il éclata de rire. Sous les yeux interrogateurs de Sinbad, désignant de son bras un navire, c'était le conquistador, là, devant lui amarré, dansant dans les eaux du port. Sinbad, ivre, lui cria « Il faut retrouver cette traître !» touchant assis sur le sol en pavé de la cité de Lisbonne, tombant assis sur le sol en pavé de la cité de Lisbonne, comme s'il avait fait mouche sur un insecte à quelques mètres de distance. Venait une aventure pleine de piment pour nos deux amis. Récupérer le galion.